connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans notre précédent épisode consacré à la saison 3 de The O.C., il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien ? Tout va très bien, et toi ? Oui, ça va, j'espère qu'il n'y a pas trop de champignons autour de chez toi. Autour et à l'intérieur non plus. Tant mieux, tout va bien. Oui, on va parler champignons aujourd'hui. 10 ans, c'est la durée qu'il a fallu attendre pour que déboule sur nos écrans l'adaptation sérielle du jeu vidéo The Last of Us. Aux États-Unis, c'est la chaîne HBO qui est en charge de la diffusion. Et depuis le 16 janvier dernier, c'est sur Prime Video que vous pouvez découvrir les aventures de Joel et Ellie. À la création de The Last of Us, on retrouve Craig Mazin et Neil Druckmann. Que vaut cette série post-apocalyptique pleine de zombies couverts de champignons dégueux? Dans une formulation plus neutre, les 9 épisodes qui composent la saison 1 valent-ils le coup d'être vus? Des réponses à ces questions et à plein d'autres juste après un premier extrait. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, don't. Okay. Sachez que cet épisode contiendra des spoilers. Si vous n'avez pas vu la série The Last of Us, je vous invite à stopper le podcast maintenant, à aller mater la série dispo sur Prime Video et à revenir nous écouter, donner nos avis sur The Last of Us saison 1. Voilà, vous êtes prévenus, il y aura des spoilers. Alors, Hélène, pour ceux qui vivent sur notre planète et qui n'ont jamais entendu parler de The Last of Us, est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît ? Oui, donc The Last of Us, c'est une série post-apocalyptique. En effet, l'humanité a été décimée par un champignon, le cordyceps, qui prend possession du corps des humains et les rend fous, complètement assoiffés de chair humaine. On y suit donc le périple de Joel, un cinquantenaire au cœur de pierre, un tueur sans émotion, et d'Ellie, une ado dure à cuire, qui est immunisée a priori, contre le cordyceps. Et donc, ces deux acolytes partent à travers les USA en quête d'un centre de recherche pour trouver un remède pour sauver l'humanité grâce à l'immunité d'Ellie. Juste une question déjà, un avis global, comme on le fait dans chaque épisode. Est-ce qu'Hélène, tu peux me dire globalement ce que tu as pensé de The Last of Us et de ces 9 premiers épisodes ? J'ai adoré la série dès le départ, pour plusieurs choses. Déjà les paysages, parce que franchement c'est magnifique, c'est la victoire de la nature sur la civilisation en fait. Donc c'est magnifique, mais il y a des scènes, mais c'est féerique, c'est vraiment formidable quoi. Ensuite, pour les séries post-apocalyptiques, moi j'ai quand même un faible pour ce thème. The Walking Dead, tous les films, Je suis une légende, World War Z, Z Nation. J'ai vu énormément de séries post-apocalyptiques et j'en oublie sûrement. J'ai eu un peu peur quand même, tu vois, que ce soit de la répétition, que ce soit toujours pareil. Mais là, les décors, c'est magnifique. Donc moi, j'ai accroché tout de suite. Oui, c'est difficile de mettre des mots dessus, je vais essayer. C'est une série ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une telle tension dans mon canapé en regardant une série. Vous êtes assis et c'est intense. C'est intense dans les moments les plus durs, les plus violents, mais aussi dans les moments les plus intimistes. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une série qui ne vous lâche pas, même si c'est la patte HBO, c'est toujours une narration parfois volontairement lente. Et il y a des moments où on voudrait donner des coups d'accélération, mais bon, ça vaut le coup quand même. Non, c'est une série qui est très forte, qui est incarnée tout de suite, qui est dépaysante tout de suite,
qui est crédible tout de suite, qui a sa singularité tout de suite avec cette histoire de zombies et de champignons. Ils ont su trouver leur patte à eux alors qu'on est juste quelques mois après la fin de The Walking Dead. Ils ont leur identité à eux et ça c'est très fort. C'est une très belle série. J'ai beaucoup aimé une très grosse partie des épisodes, mais sur lesquels on va revenir d'ailleurs. Mais vraiment, c'est vachement bien. Et on va vous expliquer pourquoi. Faut quand même préciser que c'est une série assez violente, puisque le jeu vidéo en lui-même, c'est quand même le but, c'est de tuer des gens, quoi. Enfin, dans le jeu, il y a une quête, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de violence. Et moi, j'ai adoré, c'est le générique, en fait, qui est hyper doux, beau visuellement, c'est super esthétique. Donc, la musique, c'est Gustavo Santaolalla, si je me trompe pas. Et le générique en lui-même a été réalisé par Elastic. Alors c'est sûrement une société, enfin quelqu'un qui crée des génériques. Je ne sais pas exactement si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes. Il y a un lien d'ailleurs sur internet qui explique des petits détails du générique que vous avez peut-être manqué. On va vous le mettre en description de l'émission, hein. Voilà, et qui explique un petit peu le générique, parce que dans le générique, il y a des choses en fait qui sont expliquées qu'on ne connaît pas la première fois qu'on le regarde. Franchement, c'est vraiment des petits détails. Après, quand on suit la série et qu'on commence à s'intéresser un peu plus, faut pas le zapper le générique. Il y a pas mal de petits détails dedans qui expliquent l'histoire quoi du cordyceps, parce que c'est quand même un vrai champignon, hein, ça existe, hein. Tu te souviens, Hélène, de ce que je disais dans House of the Dragon? C'est vraiment une marque de fabrique des séries HBO, c'est que le générique, plus tu le regardes, plus en suivant les épisodes et en avançant dans une série, tu le comprends. Ça a toujours été ça. Tu prends Big Little Lies, c'est pareil en fait. Tu le regardes, tu te dis mais je comprends pas pourquoi elles dansent comme ça, pourquoi elles sont déguisées. Et puis quand tu avances dans la série, tu comprends pourquoi elles sont déguisées dans le générique. Et toi, Junior, est-ce que tu as une expérience dans le domaine du jeu vidéo? Pour être très honnête, j'ai un souvenir d'avoir été à la Fnac, tu sais, il y a les consoles à disposition. Et donc il y avait la PlayStation avec The Last of Us et j'ai joué un tout petit peu et j'ai croisé un zombie mais au loin. Alors on n'appelle pas ça zombie dans la série, on va y revenir, on parle de monstres. Mais il faut trancher par rapport aux autres séries et ça je peux le comprendre. J'ai joué et justement tu incarnes en fait chaque personnage. À un moment donné Joël, à un moment donné Ellie, tu les suis. Et j'ai juste ce souvenir là d'avoir joué un peu. J'avais l'impression qu'on était encore au début de l'aventure. Mais sinon d'avoir joué au jeu complet, jamais. Ça a vraiment été une pure découverte pour moi cette série. Et toi, Hélène, t'as joué aux jeux vidéo? Bah non, pas du tout. Donc pour le coup, moi je suis rentrée directement dans la série et j'ai pas du tout cette expérience du jeu vidéo. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand t'as pas connaissance du jeu et des personnages du jeu. Il y a eu des polémiques justement à ce sujet-là par rapport au choix des acteurs, hein. Bon, on pensait que ça simplifierait la tâche, qu'il y ait un jeu vidéo derrière et que du coup tout le monde serait fan. Et en fait, comme je te disais, j'ai l'impression que ça a compliqué les choses. Justement, on va l'évoquer, ce casting. On retrouve déjà un acteur principal qui vraiment est l'acteur du moment, quoi. Ah oui, Pedro Pascal. Alors moi j'ai adoré, enfin c'est mon personnage préféré de la série. Pedro Pascal qu'on connaît tous très bien puisque c'est Oberyn Martell de God, celui qui se fait éclater la tête comme une pastèque par la montagne. C'est aussi Javier Peña dans Narcos. C'est aussi Din Djarin dans The Mandalorian. Bref, une valeur sûre. Ouais, tout ce charisme et cette présence qui est la sienne fait en effet beaucoup de bien à cette série. Il a été extrêmement bien casté. Rares sont les erreurs hein, sur les séries HBO à ce niveau-là. Eh bien, si tu savais l'histoire du casting du rôle de Joel, justement, donc dans The Last of Us, en 2020, c'est Hugh Jackman qui était pressenti, Wolverine. Oui, T'imagines? Wolverine au pays des champignons magiques.
Ça aurait été monstrueux. Ça aurait été bien parce que justement, c'est un grand monsieur du cinéma qu'on ne présente plus, mais on l'avait pas encore vu dans une série, donc ça aurait été bien. C'est vrai, ouais. Ah bon, après, ils ont aussi évoqué Nicolas Coster-Waldau, qui joue aussi dans Game of Thrones, c'était Jamie. On a aussi parlé de Jensen Ackles de Supernatural, qui a fait aussi The Boys. Enfin, ils ont aussi évoqué Mahershala Ali. Enfin, ils sont vraiment allés de partout et jusqu'aux dernières nouvelles, c'était lui. Bon, ils ont un peu noyé le poisson aussi avec Chris Hemsworth et Matthew McConaughey, enfin, tout un tas de gars. Et finalement, c'est Pedro qu'ils ont choisi. Mahershala Ali, pour situer, c'est le futur Blade, et on a pu le voir dans Green Book et dans la saison 3 de True Detective, pour ceux qui voient pas qui c'est. Et pour le casting féminin, donc dans le rôle de Ellie, on retrouve Bella Ramsey, donc Lyanna Mormont de Game of Thrones aussi. De connaissances, ils se connaissent déjà. Et son rôle a été, fait quand même l'objet de critiques de la part des fans du jeu vidéo. Moi, personnellement, je trouve qu'elle s'en sort bien et je l'ai beaucoup appréciée dans ce rôle. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis là pour parler de la qualité du jeu, le reste ne m'intéresse pas. Je crois que vous nous connaissez bien maintenant. Les critiques gratuites sur le physique, on s'en passera. Je parle aux haters, hein, bien sûr, qui lui sont tombés dessus, la pauvre, et qui parfois ne savent plus mettre de la distance entre le fait que ce soit une comédienne qui a été choisie. Elle n'a pas volé son rôle, elle a auditionné comme plein de gens, elle a été choisie, et on lui tombe dessus gratuitement, ça a le don de m'énerver. Bref, juste pour en venir à l'essentiel, la qualité du jeu est pas mal. Je vais prendre une image qui va te parler, Hélène. Outlander, tu te souviens la dynamique entre celui qui incarne Jamie, Sam Egan, face à sa fille adulte. Je trouvais que la fille, c'était pas toujours juste, mais lui est tellement charismatique, tellement précis dans ce qu'il joue, qu'il rend la dynamique à deux géniale, malgré un jeu assez inégal en face. Et bien là, c'est un peu pareil entre Pedro Pascal et Bella Ramsey. Heureusement qu'il est extrêmement juste dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit les scènes d'action ou les scènes plus intimistes. Et ça rend du coup la dynamique avec elle et cette relation presque familiale, ce lien personnel et familial qui se crée entre les deux, crédible et bien. Mais je la trouve parfois... l'ado colérique m'a un peu agacée, mais bon, c'est comme ça qu'elle a été écrite, donc elle n'y est pas pour grand-chose. C'est vrai qu'au début, c'est un peu lent à se mettre en place au niveau de la personnalité d'Ellie. Je trouve qu'au début, elle fait un peu, comme tu dis, ado gâté et elle évolue en même temps que Joël parce qu'ils évoluent un peu au contact l'un de l'autre et c'est ça qui est canon. Et apparemment, dans le jeu vidéo, c'est aussi ce qui se passe et dans le narratif, si tu veux, dans la narration, on s'en rend compte essentiellement par rapport aux attitudes de l'un et de l'autre et l'un envers l'autre aussi. Il faut quand même dire que Joël, au départ, dans le premier épisode, il y a déjà un prologue en fait qui intervient avant le générique au premier épisode, et il me semble, hein, où on voit Joël donc 20 ans avant, au tout début de l'épidémie, et il a une fille déjà. C'est le gars complètement différent. On voit un personnage papa, bon, un peu fort occupé, mais super prévenant, super protecteur, etc. Et avec beaucoup d'émotions. Ensuite, l'épidémie donc de cordyceps, envahit tout le pays. Et là, c'est le drame puisque bon, on spoil personne en disant qu'il perd sa fille. Et dès le départ, on sent pas du tout. On se dit c'est pas possible. Ça va jamais coller eux deux. Lui, en fait, personne pourra jamais remplacer sa fille. Tu vois, moi, c'est ce que je me disais dans leur relation à tous les deux. Personne pourra jamais la remplacer. En plus, physiquement, comme tu dis, c'est vrai qu'elles se ressemblent pas. Donc, je rappelle que la fille de Joël au tout départ, hein, qui s'appelle Sarah et qui meurt dans l'épisode 1, c'est Nico Parker. Et une actrice, en fait, sa maman est actrice aussi. Sa maman, c'est Maeve de Westworld, c'est Thandie Newton. C'est la fille de Thandie Newton, d'accord. Ouais. Et donc elle est magnifique, elle est hyper féminine. Enfin, tu vois, elle a vraiment une petite poupée. Enfin, voilà. Et quand tu vois Bella Ramsey au premier épisode, tu te dis non, mais même si tu imagines qu'il va y avoir ce lien, tu dis c'est pas possible parce que physiquement elles se correspondent pas, les caractères pas du tout. Et la beauté de cette série, c'est d'en arriver à la fin où il la considère comme sa fille, quoi. C'est la fin de la première saison en tout cas. T'as quel âge déjà? 36. Bientôt tu vas devoir porter des couches. Qui te dit que j'en porte pas déjà? Une coquille. C'est du calcium. Non, c'est charmant. Il en reste pour ton oncle Tommy? Non, t'as tout fini. Hé, t'es encore vivant, mon vieux salaud?
Oh, il t'aime, tu vois? C'est parce qu'il dépend de moi, c'est pas la même chose. Moi, je crois que si. Si, c'est carrément la même chose. Il devait pas y avoir des pancakes? On va te choper un truc sur la route. Les bétonneurs sont là? Ouais, ils ont des peut-être. Peut-être. Sans dalle, on pose pas la charpente et sans charpente, on n'est pas payé. Ah, on a qu'à faire venir d'autres gars et on finira plus vite. Non, je veux pas partager avec d'autres, ça m'emmerde déjà de partager avec toi. On peut faire double journée. T'es sérieux, là? Aujourd'hui? T'inquiète, on aura fini à 9h. À 9h, ok? Bon, on aborde un peu tous les thèmes. Bon, il y a des thèmes sympas, comme tu disais, très doux, très tendres, comme la famille, puisque bon, c'est central hein, dans cette série. Enfin, moi, je trouvais que c'était le thème de la famille qui prédominait avant justement la déchéance de l'humanité et les carnages, les massacres, le cannibalisme, la trahison. Il y a quand même plusieurs duos hyper sympas de personnages. Ouais. Et qui dans le jeu apparemment, alors moi j'ai jamais joué non plus, mais dans le jeu apparemment ces personnages comme tu disais, tu peux être l'un ou l'autre et il y a souvent un duo. On a des duos super, on a donc évidemment Joël et Ellie, bon ça c'est le plus connu, mais on a aussi Joël et Tommy avec son frère, puisque au départ ils expliquent quand même la vie avant, ce qui s'est passé, d'où ça vient, il y a pas mal de flashbacks super intéressants, je crois que tu en as même trouvé un qui date de 1900 et quelques, je crois, hein, il me semble. En fait, l'ouverture de la série, ça s'ouvre sur une émission télé dans laquelle est invité un chercheur qui n'est pas pris au sérieux. C'est un peu comme Don't Look Up, quand DiCaprio et Jennifer Lawrence viennent alerter la population d'un astéroïde qui va se casser la gueule sur la Terre. Là, c'est un chercheur qui dit clairement, c'est possible, c'est fort probable qu'il y ait une épidémie, une pandémie due à des champignons. On lui rit au nez et puis au départ, et d'un coup le visage de l'animateur, du présentateur du show se transforme en mode non mais en vrai, vous êtes vraiment sérieux monsieur? Et il martèle ça, on est en 1968. Et j'ai beaucoup aimé dans The Last of Us la parole qui est donnée aux spécialistes, aux épidémiologistes, aux chercheurs. On le voit en 68, on le voit avec une professeure de biologie, il me semble, à Jakarta, Ouais. dans l'épisode 2. J'ai beaucoup aimé, on sent que le Covid est passé par là. Donc on sent que il faut aussi donner la parole à ceux qui connaissent le mieux ces saloperies, ces virus. Et j'ai trouvé ça précieux qu'en plus, elles disent non mais clairement, tous les gens infectés, il faut tous les bombarder en fait, il faut tous les pulvériser. Juste une chose que j'ai oublié de dire dans les références qu'on citait, tu vois, tu parlais de certaines séries post-apocalyptiques. J'ai beaucoup aimé aussi cette série parce qu'elle me touche, parce c'est un excellent mélange, une très belle alchimie entre une série avec des flashbacks façon Lost, ce qui est très casse-gueule à faire, et elle trouve un équilibre extrêmement intéressant, et un film qui est pas très connu mais que je vous recommande chaudement et qui s'appelle Les Fils de l'Homme. C'était avec Clive Owen et ça date de 2006, c'est réalisé par un certain Alfonso Cuarón, donc le futur réalisateur d'Harry Potter 3, réalisateur de Gravity également, ou de l'oscarisé Roma, qui est sur Netflix. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une société, c'est une dystopie, une société futuriste où les humains ne peuvent plus se reproduire. Les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, et on a une période où la femme la plus jeune est morte, et sauf que Clive Owen va être en charge de la protection d'une femme dont on apprend qu'elle est enceinte. Donc le pitch de The Last of Us me rappelle beaucoup ce film où en fait une femme peut sauver l'humanité à elle seule. Et un espoir pour l'humanité. Ça, je trouve ça fabuleux. Alors oui, moi je l'ai vu aussi ce film. La différence que je mettrais avec The Last of Us, c'est que c'est très sombre. Les décors sont hyper sombres, ça s'est tourné toujours, il pleut. Enfin, je sais pas si t'as repéré, c'est vraiment en termes d'image, c'est vraiment pour le coup déprimant quoi. Tandis que The Last of Us, il y a vraiment des images mais magnifiques et vraiment d'émotions entre les personnages. Enfin, ce que t'as pas dans Clive Owen, il est génial, mais enfin, il est super chaleureux. J'étais jeune, hein, j'avais pas du tout l'esprit critique quand je l'ai vu. Je vous en parle vraiment avec les souvenirs je l'ai vu à sa sortie, je l'ai pas revu. Donc j'avais pas l'analyse critique que tu as. En fait, c'est hyper sombre. Je sais pas si tu te rappelles, mais en termes d'image, t'as très peu de séries post-apocalyptiques comme ça qui montrent les villes dévastées aussi belles. C'est vraiment le paradoxe, quoi. T'as pas envie que ça t'arrive, bien sûr, parce que Jakarta, pour le coup, ça s'est mal fini. Mais tu vois, la vision qu'on a d'Atlanta quand Rick revient à Atlanta avec son cheval, avec toutes les voitures accidentées, même 10 ans après, les voitures sont toujours accidentées, que dans The Last of Us, les voitures sont recouvertes de verdure. Enfin, c'est canon, c'est vraiment une autre vision des choses qui est magnifique.
Enfin, je sais pas, autant, l'humanité, restante, survivante est dépeinte de la même façon que dans The Walking Dead, c'est-à-dire des trahisons, des délations, ils s'entretuent les uns les autres. Le cannibalisme du terminus, on le retrouve aussi dans The Last of Us, avec, des prêcheurs, avec des gars, des dictateurs, enfin des mecs qui sont pervers manipulateurs, tu retrouves tout ça pour l'humanité. Oui, complètement. La nature reprend ses droits. C'est une expression qui est beaucoup ressortie quand il y a eu le Covid et les confinements. Hein, les animaux osaient sortir. Il y a des scènes magnifiques de girafes qui ont dû s'échapper d'un zoo et tout, et qu'on retrouve dans le dernier épisode. Donc oui, en effet, il y a des plans qui sont très beaux. Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est dans l'épisode 5. Je me souviens d'un plan où on est à Kansas City et il y a Joël et Henry qui sont face à une baie vitrée, ils ont une vue plongeante sur toute la ville. C'est rempli de plans magnifiques, très cinématographiques. Je pense à Bella Ramsey, donc Ellie, qui dort en plein milieu d'un appartement, au-dessus d'une fenêtre qui laisse entrer la lumière, et elle est en position fétale, en train de dormir, et on la voit comme ça, vue du dessus, avec la lumière qui la traverse. C'est magnifique. Il y en a plein, évidemment. Je pense aussi aux plans quand ils sont du côté du Wyoming, avec ces terres enneigées. C'est sublime. En effet, c'est soigné au niveau des décors et des paysages. Ah ouais, ça visuellement, on n'est absolument pas déçu. Et même en termes d'émotion, comme je te disais, parce que dans The Walking Dead, honnêtement, moi, j'ai pas, tu vois, des situations de complicité. Oui, t'en as, mais là, ici, c'est multiple et élaboré. C'est pas aussi Oui. simple, puisqu'en fait, on a quand même les gens qui se battent pour eux-mêmes et pour leur famille. C'est ce que tu ressens. Dans The Walking Dead, c'est des groupes. Donc là, les groupes, chaque individu perd un peu de sa personnalité au profit du héros, donc qui est Rick ou Michonne. Tandis que là, les deux héros, on sent leur rapprochement, parce que c'est plus que de l'amitié à la fin, mais ça évolue crescendo. Mais avant tout ça, il y a d'autres duos. Tu as aussi Joël et Tess. Tess, c'est Anna Torv, pardon, qui a joué dans Mindhunter. Ou Fringe, pour les plus anciens. Ouais, qui est la seule famille a priori de Joël. Et en fait, Joël part avec Ellie, comme on a dit là, pour chercher un centre de recherche pour essayer d'exploiter son immunité. Mais en fait, au départ, Joël ne part pas pour Ellie. Joël, en fait, il en a rien à faire. Joël, lui, tout ce qui compte pour lui, c'est son frère Tommy qui est parti en expédition et qui est pas encore revenu et dont il a pas de nouvelles à part une musique des années 80 à la radio qui a un code en fait entre lui et son frère. Et c'était Never Let Me Down Again d'ailleurs de Depeche Mode qu'on retrouve après. Synonyme de danger, c'est pour ça qu'il y va. C'est ça. Et donc en fait Joël part pour son frère avec Tess qui est sa compagne. Mais Tess sait bien que c'est un dur à cuire et qu'il a il a un cœur de pierre. Donc quand elle sent qu'elle va, bon, elle se sacrifie, on le dit, hein, dans un baiser abominable. C'était horrible. Quand le cordyceps embrasse Tess là, avec les filaments qui lui sortent de la bouche, qui s'enfoncent dans sa... On l'a Attention, peut-être vomito. pas assez souligné, mais vraiment, c'est difficile de manger en regardant cette série. Les monstres sont dégoûtants. Et la nature autour des monstres, c'est dégueulasse. Ils sont recouverts de champignons, des espèces de pustules et tout, qui repoussent de partout. C'est dégueulasse. Ouais, ils sont hyper mal coiffés. Et, et donc en fait, on a pas mal de duos. On a aussi un super duo, c'est Sam et Henry, deux survivants aussi. Ouais. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que tu nous parlais de l'épisode 5 avec à Pittsburgh, hein, c'est ça? C'est Et pas à Kansas City? pardon, ouais, Kansas City. Et là, il y a aussi là une superbe histoire de fraternité, de famille. Enfin, c'est des duos. Look, Joel. This is real. Joel, she's fucking real. I need you to get her to Bill and Frank's. No. They'll take her off your hands. They'll handle it from here. No, I can't. They won't take her. They're not gonna take They her. will, because you'll convince them. Yes, you will. I never ask you for anything, not to feel the way I felt, not to... You shut the fuck up, because I don't have time. This is your chance. You get her there. You keep her alive. And you set everything right. All the shit we did. Please say yes, Joel. Please. Justement, ce qui rend la série très forte, c'est ces moments d'intimité. On est dans un jeu à ciel ouvert, avec des décors à perte de vue, et pourtant, la série opte pour un parti pris de
focalisé sur les histoires personnelles. Forcément, quand on parle de ça, on est obligé d'aller sur l'épisode 3, le fameux, celui qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Honnêtement, je t'ai pas encore demandé quel était ton épisode préféré, mais moi, c'est mon épisode préféré et j'attends ta réponse après. Moi, c'est mon épisode préféré. Faut quand même expliquer que c'est un contre-pied, hein. Il y a zéro... Enfin, si, il y a de l'action un peu. Bah, écoute, oui, il y a des épisodes qui sont époustouflants par l'action, par les images, comme l'épisode dont tu as parlé, l'épisode 5, là, avec des nouveaux monstres qui arrivent, il y a tout ça. Mais alors, l'épisode 3, c'est une histoire d'amour post-apocalyptique entre un survivaliste et un pauvre gars qui est tombé dans un de ses pièges. Et d'ailleurs, les acteurs qui tiennent les rôles donc de Frank, le survivaliste, sont des acteurs. C'est Bill Offerman. Bill, alors le survivaliste, c'est Bill. Et l'acteur, c'est Nick Offerman qu'on connaît dans The Good Place, qui est plutôt un acteur comique à la base, enfin il me semble. Et là, il joue le rôle d'un mec mais complètement solitaire, qui vit tout seul dans son bunker, qui avait déjà tout prévu. Enfin, tu vois le truc Jusqu'à de la fou, fin de quoi. ses jours, ouais. Mais ouais, mais j'ai adoré voir tout ce qu'il avait prévu. Enfin, c'est vraiment des gadgets. On dirait l'inspecteur gadget. Enfin, c'est fou, quoi. Faut regarder cet épisode. Et il y a un gars qui tombe dans un de ses pièges. C'est Franck. Et lui, c'est un mec qui est perdu, en fait, qui est un peu à la recherche d'aide, de secours de la part de quelqu'un. Et il tombe sur sur Bill, qui est lui plutôt il sait à peine s'il parle, quoi. Et Franck est joué par Murray Bartlett, qui a joué dans The White Lotus, saison 1. Il est top aussi et c'est une magnifique histoire d'amour qui naît entre eux, quoi. Enfin, mais c'est puissant et puis ils sont seuls et pour autant, il y a que 2 pendant quasiment tout l'épisode, sauf à la fin et époustouflant, quoi. La plus belle histoire d'amour post-apocalyptique, que j'ai vue dans toutes les séries. Enfin, tu vois? Je comprends totalement, hein, que ça ait touché en plein cœur de nombreux téléspectateurs. J'ai juste un bémol quand même parce que, en fait, ce qui est très fort dans l'épisode, c'est tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils endurent, jusqu'à la lecture de la lettre. Ou parce que Joël et Ellie vont chez eux pour être pris en charge. Voilà, on a demandé à Joël d'y aller. Et j'adore la question de Ellie qui dit « Bill et Frank, ils sont sympas ?» Et Joël, il dit « Oui, Franck est sympa, mais c'est tout, quoi. Il répond que ça, dans une économie de mots. Et finalement, elle ne les rencontrera jamais. C'est leur fin à eux. Et je trouve ça dommage de passer autant de temps avec eux et que finalement, leur fin soit si proche, si brutale. Parce qu'au final, ils viennent, ils lisent cette lettre, ils prennent tout le matériel dont ils ont besoin pour survivre et continuer leur traversée des États-Unis, et c'est tout. Et c'est dommage, j'aurais aimé peut-être que ça s'étende sur un épisode supplémentaire plutôt que de finir ainsi, mais, je vais me contredire un peu, la beauté réside dans la brièveté de leur histoire d'amour. Enfin, je dis brièveté pour nous, parce que c'est un épisode, mais ils sont restés plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans ensemble. En fait, c'est un épisode qui raconte une histoire de plus de 20 ans et je comprends ce que tu veux Mais dire pour nous, par, c'est bref, c'est un épisode. ouais, mais en fait, ce que t'expliques, c'est que quand Joël et Ellie arrivent là, ben, ils viennent juste chercher une bagnole. En fait, eux, l'émotion, bah, ça casse toute l'émotion de l'épisode. Mais en fait, ça nous a sorti du monde apocalyptique parce qu'à un moment donné, on a quasiment plus l'impression d'y être, quoi. Et ça nous C'est a vrai. sorti de ça et ça nous ramène le monde apocalyptique en pleine face, comme quoi, ben, ok, ces gens qu'ils ont croisés, comme tous ceux qui croisent pendant toute leur expédition, on pourrait très bien ne pas avoir eu toute l'histoire avant et ne pas se rendre compte que c'était vraiment des vraies personnes avec une vraie histoire, avec des émotions, avec des sentiments. Parce que toutes les autres personnes qui croisent après, comme par exemple Sam et Henry, tu vois, si on avait eu tout un épisode sur l'histoire de Sam et Henry, la leucémie d'Henry, etc., on aurait vécu ça comme un dur retour à la réalité, tandis que quand on est dans le cheval de l'action, j'ai envie de te dire, et qu'on s'arrête pas comme ils l'ont fait à l'épisode 3, les gens en fait, sont rien, quoi. Finalement, ils meurent, bon bah c'est tout, point. Tu vois, on passe à la suite. Tandis que là, Mhm. c'était pour montrer que quoi qu'il arrive, toute personne a une histoire hyper profonde et hyper intéressante et hyper émouvante. Bah, c'est pas mon épisode préféré, je pense que c'est le 5 justement. J'étais beaucoup plus touché par le 5 parce que sûrement j'ai été... vous savez, on m'a facilement, hein, c'est parce que je pense qu'il y avait cet enfant de 8 ans et son grand frère. Et c'est dur quoi, de voir que ça va être la fin pour eux.
Donc cet épisode-là m'a beaucoup plus touché à titre personnel. Je sais que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, il y a peut-être d'autres épisodes et peut-être une grande majorité de vous, l'épisode 3, et je l'entends complètement, c'est un très bel épisode. Mais pour ma part, ça a plus été l'épisode 5 et malheureusement, cette fin tragique pour Henry et Sam, et ce qui souligne un peu plus les sacrifices qui jalonnent la série du premier au dernier épisode. D'avoir le sens du sacrifice aussi. Et on y croit, et puis pouf, en fait, on sait pas à quoi s'attendre non plus dans cette série. Parce que Tess, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle meure épisode 2, parce que j'ai pas vu le jeu vidéo. Ensuite, Bill et Frank, je m'attendais pas non plus du tout à ce que ce soit juste l'histoire de leur vie, et puis que voilà, qu'ils les aident post-mortem, quoi, puisqu'ils ils les aident alors qu'ils sont morts. Sam et Henry, je m'attendais pas du tout parce que ça commence épisode 4, Sam et Henry. Et on Oui. se dit, mince, ils s'entendent super bien et tout. Peut-être que les deux duos vont s'associer et puis qu'on faire un bout de chemin ensemble. Et puis bim, l'épisode d'après, voilà quoi. Ça commence direct, il y en a, il meurt quoi. Donc tu te dis que les gens font que passer dans le périple de Ellie et Joël. Were there already pills in the bottle? Enough to kill a horse. This isn't the tragic suicide at the end of the play. I'm old. I'm satisfied. And you were my purpose. I do not support this. I should be furious. But from an objective point of view, it's incredibly romantic. Mais pour aller dans ton sens, tu as raison. Heureusement qu'on voit des gens bien, parce que ça se dégrade après. Dans la deuxième moitié de la saison, ils tombent que sur des mauvais, quoi. Encore plus qu'en début de série. Ah bah ouais, les cannibales là, avec le prêcheur complètement pédophile en plus. Enfin voilà. Dégueulasse. C'est un chef de secte, quoi. C'est Il ça. se cache derrière l'appellation pasteur, mais c'est un gourou d'une secte, en fait. Carrément. Et moi, il m'a plus dégoûté que le bloater qu'on a vu dans ton épisode, c'est-à-dire le colosse, là, le colosse cordyceps, qui surgit avec toute une horde monstrueuse des sous-sols. En fait, ils ont été enterrés dans des sous-sols et c'est là que se passe la grosse bagarre de l'épisode 5. Et il y a un bloater qui sort, et ça, c'est vraiment dans le jeu vidéo, ils y sont. Il y a les claqueurs, c'est ceux qui sont mal coiffés, et les bloaters, c'est les énormes colosses. Et ben, tu vois, je l'ai trouvé moins dégoûtant que le pasteur, quoi. C'est incroyable ce monstre colosse. Ça rappelle aussi des monstres colosses qu'on avait dans les jeux vidéo Resident Evil pour les gamers qui nous écoutent. Il y en a aussi des zombies géants, là, des monstres géants. You see a lot. So do I. And you know what I see when I look at you? Me. You remind me of me. You're a natural leader. You're smart. Loyal. Violent. You don't know anything about me. But I do. If I let you out of that cage right now, put that knife of yours in your hand, you'd stick me in a second. You have a violent heart, and I should know. I've always had a violent heart, and I struggled with it for a long time, but then the world ended and I was shown the truth. Right. By God. No. By Cordyceps. Bah, quel est ton personnage préféré? Tu m'as pas répondu. Tu te souviens sur la série House of the Dragon, quand on avait pointé du doigt le fait que les personnages étaient tous gris? Ils ne sont pas dénués de mauvaises intentions et pourtant ils commettent des actes horribles. Et ben c'est un peu ça que je ressens aussi pour les personnages de The Last of Us. Il y a quelque chose de torturé en eux, de sombre qui a besoin parfois de sortir pour la survie, parce qu'ils sont dans ce contexte-là, mais aussi de tendre, d'aimant, finalement d'humain, quoi. Ils n'oublient pas que la survie, ça passe par prendre quelqu'un dans ses bras aussi, ça passe par nouer des liens avec des gens, par de l'entraide, par de la solidarité. Comme tous les personnages regroupent un peu ça, on aurait tendance à dire facilement, en mode facilité, on aurait tendance à dire Joël. Je te rejoindrai dessus, oui, parce que l'incarnation est brillante, parce qu'il est charismatique d'entrée, parce que, comme pour Mercredi, je voyais pas Pedro Pascal, comme pour la série Mercredi,
quand je regardais le premier épisode, je vois Jenna Ortega en mercredi, je me dis ok, c'est mercredi Adams. Et ben là, quand j'ai lancé The Last of Us, je me suis dit ok, c'est pas Pedro Pascal, c'est Joël, d'entrée. Et ça, c'est très fort. Donc j'aurais tendance à dire, mais pour l'incarnation. Après, pour moi, ils sont tous dans une espèce de zone grise, quoi. Bah oui, alors moi j'ai choisi Pedro Pascal comme personnage préféré parce que dès le départ, il est dans son rôle et que il évolue super positivement. Et Bella Ramsey, franchement, à la fin, l'épisode 8, là, où elle se transforme en bête sauvage pour échapper aux cannibales et où elle sauve Joël, parce qu'elle se Oui, à démène plusieurs comme une reprises. folle, mais laisse tomber, pour trouver de l'antibiotique et tout. Et ça, c'est apparemment un moment du jeu. Alors, je vais juste préciser une chose. Comment je sais qu'il y a des moments du jeu alors que j'ai absolument jamais joué? C'est parce que j'ai l'habitude depuis très longtemps maintenant, depuis au moins 8 ou 9 ans à peu près, de suivre les vidéos de Captain Popcorn. Alors, c'est un gars du Nord qui, à la base, qui fait des vidéos YouTube d'analyse des séries. Donc, il analyse épisode par épisode. Et évidemment, quand j'ai commencé à regarder The Last of Us, j'ai lu quelques trucs comme quoi, en fait, il y avait au départ 10 épisodes, après il y en avait plus que 9. Et c'est lui qui m'a donné l'explication. Il devait s'arrêter, par exemple, au premier épisode, au moment où on fait le 20 ans plus tard, Joël à la cinquantaine, après le décès de sa fille, tout ça. Et ils ont continué cet épisode avec la rencontre avec Ellie et le départ. Et en fait, ça, c'est Captain Popcorn. Et les rapports avec le jeu vidéo, c'est lui qui les fait aussi et qui expliquait aussi dans une de ses analyses d'épisodes que justement tout ça, le fait que Ellie sauve Joël, il y a du suspense, tu vois, dans le jeu vidéo qu'il n'y a pas eu dans la série. Dans la série, on sait qu'il est vivant et qu'elle cherche de la pénicilline. Et dans le jeu vidéo, en fait, quand elle tombe nez à nez avec le prêcheur, là, le pasteur, elle demande s'il a de la pénicilline. Et c'est comme ça que dans le jeu vidéo, ils savent que Joël est toujours en vie. Je pense qu'il m'a donné l'envie, alors que ce gars-là, apparemment, a jamais joué au jeu non plus, comme nous. Il m'a donné l'envie, franchement, quasiment de jouer au jeu pour voir comment il raconte l'histoire, pour voir si j'aurais préféré telle scène ou telle scène. Il paraît que c'est hyper bien foutu aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sur Internet, de plans comparatifs entre la série et les jeux vidéo. Tu vois, quand on a Ellie et Joël qui nous tournent le dos et qui sont face à une vue, face à un lieu où va se passer de l'action, il y a aussi bien sûr des inspirations directes du jeu vidéo. Et juste, c'est marrant que tu évoques les pulsions de meurtre d'Ellie. Je l'ai noté dans l'épisode 4, elle a clairement des pulsions de meurtre et une vraie obsession pour les armes, que ce soit un couteau, que ce soit un pistolet. Elle est tout le temps sur le dos de Joël. Je peux avoir une arme, je peux avoir un flingue, je peux me défendre. Voilà, c'est une dure à cuire qui a hâte d'en découdre, et c'est justement le pasteur qui va faire sortir cette violence en elle, qui était enfouie, qui ne demandait qu'à sortir. C'est plutôt intéressant d'explorer ces travers-là, que ce soit même en jeu vidéo d'ailleurs. J'espère que si c'est aussi bien écrit que dans la série, ça peut être carrément intéressant, ouais. Sinon, si vous voulez vous faire une petite idée un peu du jeu vidéo, il y a une super page qui s'appelle Wiki. C'est un wiki en fait The Last of Us, un peu comme il y a la garde de nuit pour Game of Thrones. Et dans le wiki, donc il suffit de taper The Last of Us page wiki, vous allez voir les personnages du jeu vidéo. En fait, si tu cliques sur le nom d'un personnage, tu as son apparence dans le jeu vidéo, tu as tout, sa date de naissance, enfin des détails sur lui et tout. Toute Et sa tu peux story. comparer avec la série. Franchement, bon, quand tu regardes les visages, j'imagine le choc pour eux de devoir s'adapter, tu vois, à ce qu'on ait mis un personnage qui soit pas le sosie de ce qu'ils avaient en jeu vidéo. Mais il y a des petits caméos comme dans l'épisode le dernier épisode où Ellie est dans la salle d'opération, où ils vont essayer de lui ponctionner le cerveau. Il y a un caméo en fait, une des nanas qui est parce qu'en fait pour faire le jeu vidéo, ils prennent vraiment le visage de certaines personnes ou leur voix ou les deux. Et une des nanas qui est infirmière dans l'hôpital, elle a un masque, mais c'est celle qui joue, je sais plus quel rôle, dis-moi, je me rappelle plus. Une infirmière, moi j'avais une autre personne en fait en tête. Comme on voit pas leur visage, Bah, justement, il y en a une qui a pas de masque, il y en a une qui a un masque. Apparemment, celle qui a un masque, c'est un caméo parce qu'elle est l'image et la voix d'une héroïne et je ne sais plus laquelle, j'ai un trou. Si quelqu'un a la réponse, on est preneur. ouais, parce que là je vois pas, là, elle m'a perdu, Hélène. J'ai cru que tu allais me parler d'autre chose.
Pour info, dans l'épisode 9, le dernier de la saison 1, celle qui joue la mère d'Ellie, c'est Ashley Johnson. C'est une comédienne qu'on a pu voir récemment dans la série Blind Spot. Et cette comédienne a la particularité d'être le visage d'Ellie dans le jeu vidéo. C'est un gros clin d'œil fait aux fans de jeux vidéo parce que c'est elle qui, 10 ans plus tôt, avait donné les traits de son visage pour incarner Ellie. Voilà. Ah aussi, ouais. Elle lui ressemble en plus, je trouve, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial de l'insérer en tant que maman d'Ellie dans la série. Brillant. Quand je l'ai vue, j'ai même pas besoin de chercher l'info. Je savais que c'était elle, c'est une comédienne que je connais, que j'aime bien. Je me suis dit, ah bah génial, bravo les gars, je pensais pas que vous l'auriez fait dès la saison 1. Et tu vois, c'est pas mal aussi que dès la première saison, on sache pourquoi elle est immunisée, on sache d'où vient la pandémie, qu'on n'a pas dans The Walking Dead ou dans les autres séries apocalyptiques. Hein. It's not your fault. We were delayed getting out of the zone. She's hungry. She needs to be fed, and I didn't want to nurse her. I cut it before I was bit. Before. I want you to take her with you to Boston. Find someone to bring her up and make sure that she's safe. I can't do that. And I want you to give her this. Her name is Ellie. D'ailleurs, ça m'intéresse, enfin, il y a quand même tout un quadrillage du territoire des États-Unis qui est différent. On parle de résistants, on parle de collabos, on parle de balance, on parle de Fedra, on parle des Lucioles. Est-ce que tout ça est clair et lisible pour les téléspectateurs qui n'ont pas joué aux jeux vidéo et pour ceux qui peut-être se lancent dans leur première série post-apocalyptique? Est-ce que tout ça, ça reste compréhensible et lisible? Bah, écoute, clairement, moi, jusqu'à l'épisode du centre commercial, l'épisode 7, je n'avais pas compris. Tu as tout à fait raison de soulever le problème parce que moi, les Lucioles, la Fedra, etc., j'ai pas compris qui faisait quoi, qui étaient les méchants, qui étaient les gentils. En fait, ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Parce que la Fedra, on les voit quand même dès le départ accueillir un gamin qui est positif au cordyceps et le balancer, le tuer, comme ça de sang-froid, le balancer dans le feu. Tu te dis que les Lucioles vont être les gentils, puis en fait, plus t'avances dans la saison, plus tu te dis que non, quoi, les Lucioles sont pas non plus les gentils, puisque la nana qui veut absolument assassiner Sam et son petit frère, Sam et Henry, pardon, elle fait pas partie de la Fedra, elle est contre la Fedra et elle veut assassiner des gamins, voilà, qui ont fait, voilà, ce qu'ils ont pu pour sauver leur peau. Et là, tu te dis, mais c'est quoi, enfin, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé? Et c'est à l'épisode 7, un superbe épisode aussi, mais honnêtement, c'est pas mon préféré, où on voit l'histoire d'Ellie avant qu'elle parte. On décide de l'envoyer comme ça parce qu'on a découvert qu'elle était immunisée, donc c'est avant son immunité, et on voit comment elle a su qu'elle était immunisée. Et c'est dans un centre commercial et elle a une copine parce qu'elle est à la Fedra, elle a une copine qui est à la Fedra avec elle, la copine s'en va, elle disparaît, donc elle part en fait chez les Lucioles. Et un soir comme ça, elle vient rechercher Ellie dans sa chambre et elle l'emmène dans un centre commercial pour lui dire adieu parce qu'elle part avec les Lucioles, je sais pas où. Et Ellie est à la Fedra, elle veut pas que sa copine s'en aille. Et en fait, c'est un super épisode où déjà qui est bien positionné à ce moment-là de l'histoire parce que on comprend d'où vient son immunité, ce qu'elle a traversé, Ellie. Et il y a que là que j'ai compris la différence entre la Fedra et les Lucioles, qu'il y avait pas de gentils, pas de méchants. Il y a aussi l'armée, tu vois, qui contrôle certaines zones, il y a les zones de quarantaine. Bref, il y a tout un champ lexical de comment sont composés les États-Unis. Et je confirme, hein, c'est pas super lisible, c'est pas fondamental. On comprend en gros l'essentiel, mais c'est pas super lisible non plus. Et ça, c'était l'organisation sociétale, en fait, de cet univers-là. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, du pouvoir qui était que tout le monde se dispute, quoi. Enfin, c'est un peu comme dans The Walking Dead avec les groupes. Oui, il y a de ça. Je voyais un peu le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Ceux qui collaborent au régime de Vichy et puis les résistants, quoi. Les justes. La C'est marrant comparaison ce que peut-être tu un dis peu parce bizarre, que mais non, parce que dans une vidéo justement de Captain Popcorn, c'est ce qu'il évoque un peu. Il fait le parallèle aussi entre les collaborateurs qui sont emprisonnés, puis qui sont tous assassinés, puis on essaie d'avoir des infos, puis après on tue les gens. Mais c'est ce que fait aussi Joël dès qu'il cherche Ellie, et puis il tombe sur des mecs, il demande l'info, dès qu'il a l'info, il tue le mec, quoi. Il cherche pas à comprendre.
Merci de le souligner, c'est super important. Pour donner une référence à des vieux, pardon pour les plus jeunes, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est quoi que la série est dispo sur Disney+ aujourd'hui, c'est une espèce de Jack Bauer en fait. Pour lui, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'il est en mode, j'ai un objectif, je veux l'atteindre, et même si ça, parfois c'est un peu plus dur de le faire, il le fera. Quand quelqu'un ne veut pas lui lâcher un faux, bam, il le dégomme, terminé, j'ai pas le temps pour ça, il faut que j'avance. Il est vraiment dans ce truc-là, je trouve, de jusqu'au boutisme et il s'en fout s'il y a des dégâts et des cadavres sur l'allée. C'est pour ça que je parlais de personnage gris, parce qu'il a un bon cœur finalement. Mais il est aussi ça, il a aussi une noirceur et une violence qu'il n'hésite pas à exercer si on lui met des bâtons dans les roues, quoi. En fait, si tu veux, ils expliquaient aussi que dans le jeu vidéo, par exemple, quand ils sont dans l'épisode 8 avec les cannibales, là, il est blessé, Joël, et c'est Ellie qui prend le relais. Et si tu regardes bien, Ellie, elle tue pas tout le monde tout de suite, elle essaie de discuter. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ça lui porte préjudice. Donc tu te dis que finalement, Joël, qui a l'expérience de 20 ans de ce monde, il a compris qu'en fait, faut pas chercher à faire ami-ami avec qui que ce soit, il faut se méfier de tout le monde. Et il est dans ce mode-là, tandis que Ellie, on voit qu'elle... Qu'elle a 14 ans. Ouais, et puis elle a quand même envie d'avoir des amis, elle fait quand même confiance. Enfin, tu vois, elle a suivi Joël et Tess comme ça, elle leur a fait entièrement. Elle a encore une part d'innocence malgré tout. Et elle la perd un peu à la fin de cet épisode, hein, parce que là, elle devient complètement sauvage, quoi. Tournez-vous face à moi. Doucement. Un seul geste brusque et je t'en colle une entre les deux yeux. Pareil pour ton pote. T'es une sacrée chasseuse. On t'a même pas entendu arriver. Faites demi-tour et retournez d'où vous venez. D'accord. Tirez-vous. D'accord. Tout ce que je te demande, c'est un peu de temps pour discuter. Je vais pas vous le dire 2 fois. Je t'en prie, rien qu'un peu de temps. Je m'appelle David, et lui, c'est mon ami James. Nous faisons partie d'une grande communauté, femmes, enfants, et nous avons tous très très faim. Moi aussi, je fais partie d'une grande communauté. Et nous aussi, on a faim. Même si c'est le cas, tu pourras pas emporter ce gibier toute seule. On ne demande pas la charité. Je te propose d'échanger une partie de ton cerf contre... De quoi t'as besoin? On a des bottes? Des médicaments? Un truc contre les infections. On a ça. Dans notre village. Tu es la bienvenue si tu veux nous suivre. Je vous suivrai nulle part. Ils ont tous les deux vécu des deuils, quoi. Joël, le deuil de sa fille qui l'a complètement traumatisé. Et d'ailleurs, il y a un parallèle entre l'épisode 1 avec sa fille et l'épisode 9 à la fin avec Ellie. Quand il la tient dans ses bras et qu'il y a Marlène qui arrive, quoi. Dans le dernier épisode, c'est comme quand il tenait sa fille aussi dans ses bras qui était blessée. C'est bien en fait la boucle est bouclée, mais pendant cette saison, on le voit quand même évoluer, on apprend à le connaître et même lui, je pense qu'il revit. Enfin, tu vois, pour lui, c'est un genre de, c'est un travail sur lui-même qu'il fait et lui, il gagne en douceur et Ellie gagne en dureté. Et on le voit à un moment donné dans le dernier épisode, c'est lui qui blablabla, blablabla, et Ellie qui se tait. À l'inverse du premier épisode. Alors qu'au départ, c'était Ellie qui faisait beaucoup de bruit et lui qui était taiseux. Il ne voulait absolument pas parler du passé, jusqu'à un moment quand enfin Ellie apprend la vérité sur la mort de la fille de Joël. Là, elle comprend mieux. Voilà, elle le voit moins comme un bourrin, elle le voit plus comme une figure paternelle, une figure protectrice. Et c'est vrai que la série dépeint avec une beauté, une maestria extrêmement belle. Tous les aspects humanistes de cette série sont... Alors que pourtant, on se tire... C'est le Far West, hein, c'est un western. Hein. J'ai oublié de dire d'ailleurs que le générique a un petit côté western. Hein. C'est le Far West. Hein. Il y a des moments où tu peux te faire buter par un fusil à lunettes d'un gars perché en hauteur. Hein. Mais on ramène toujours tout aux relations humaines et c'est incroyablement plaisant et très malin. À la fin, c'est carrément Ellie qui protège Joël. Et elle apprend aussi dans le dernier épisode, qui est magnifique, faut le dire, avec les girafes et tout, elle apprend que Joël a voulu, après la mort de sa fille, il a voulu se suicider. Et donc il ouvre un peu son cœur et elle commence à lui faire confiance et à retrouver un schéma parental puisqu'elle n'a pas connu ses parents et en fait elle a été livrée comme ça sans amour parental. Donc tu vois, il y a de l'amour, de la confiance, tout ça dans un contexte, comme tu dis, de Far West, en mode survie, quoi. Contre le cordyceps et contre les autres humains. Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu trouves que les monstres, justement, est-ce que tu les trouves bien représentés ou pas assez? Horrible, je sais pas combien d'heures de maquillage il fallait pour en faire à chaque fois, mais
les filaments dans la bouche, là, gueule détruite et bourrée de champignons, les murs aussi recouverts de champignons quand ils rôdent. J'adore, ça c'est très malin, les connexions. C'est-à-dire quand vous faites du bruit à un endroit, ça peut faire venir une horde sur vous. J'adore, il y a plein de petites trouvailles comme ça tout au long de la série, c'est très malin. Tu sais que cette connexion dont tu parles, elle n'existe pas dans le jeu vidéo, apparemment. D'accord. Je pense que c'est pas mal aussi pour ceux qui ont déjà joué au jeu. S'ils arrivent à se faire à la nouvelle tête des personnages, enfin aux acteurs, au casting et aux petites modifications du scénario, ils découvrent. Il y a aussi de la nouveauté, même pour ceux qui ont déjà joué. Faut accepter aussi, j'aime pas être dans l'injonction, mais vous êtes libre évidemment de vous faire votre opinion et de penser ce que vous voulez. Il faut toujours accepter le fait que quand on passe d'un support à un autre, vous n'allez pas retrouver exactement ce que vous avez adoré. C'est très compliqué. Le support change, on adapte, quel que soit le sens. Enfin, j'insiste parce que il y a toujours des déçus. Ah, mais il n'y a pas tel aspect, il n'y a pas tel truc, il y a pas. On joue au jeu des 7 différences, tu sais. Bah, comme dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, t'avais le groupe j'ai lu les livres et le groupe j'ai jamais lu les livres et c'est mieux les livres. Bah moi je les ai pas lus. Ouais, mais si tu les as pas lus, tu peux pas comprendre. Enfin, tu vois le truc. Donc, mais là, je pense que n'importe qui peut regarder cette série s'il n'a pas joué. Et s'il a déjà joué au jeu, je pense qu'il peut aussi y trouver son compte parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas dans le jeu vidéo. Il y a des petites modifications et tout. C'est pas un copier-coller. Et c'est très bien d'ailleurs parce que travailler sur un jeu vidéo et travailler sur une fiction pour une des plus grosses chaînes des États-Unis, pour un public bien particulier, voilà, c'est pas évidemment, on s'adresse pas aux mêmes personnes. Et j'aime beaucoup le juste milieu d'ailleurs entre le divertissement et le film d'auteur quelque part parfois. Et Ouais. je trouvais ça très malin. Voilà. C'était pas mal. Et d'ailleurs, si tu veux, il y a les créateurs, enfin les showrunners, Neil Druckmann et Craig Mazin, qui ont créé un podcast officiel de la série. J'ai écouté un épisode, le premier épisode. Alors c'est super parce que tu as des extraits en fait de l'épisode, du podcast. C'est un extrait de la série. Et tu as aussi les showrunners donc, qui en parlent. Ils discutent, ils disent pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, là, comment ils ont ressenti les choses et tout. C'est super intéressant. Et c'est doublé en français. Donc c'est sur Ocha, par exemple, sur tous les mêmes. Trop bien. Sur toutes les applis podcast. Ouais, ouais. Et c'est super intéressant parce qu'on les entend parler, tu sais, comme quand il y a un reportage et qu'il y a un traducteur, hein. Donc on les entend parler et c'est traduit en français directement. Et c'est canon et ils expliquent enfin, ce qu'ils ont voulu montrer, enfin, ce que tu es en train de dire, quoi, qu'ils ont vraiment voulu être subtils et c'est super intéressant à écouter aussi. Ça me rappelle un peu les DVD, tu sais, avec les commentaires des réalisateurs. Tu regardes ton film, mais avec les commentaires du réalisateur ou des extraits de scène, avec les commentaires en plus où il t'explique ses choix. Bon, parfait, ça aussi, on vous le mettra bien sûr dans la description de notre épisode à nous consacré à The Last of Us. Non, tu décolles. Un escalier électrique? C'est un escalator. Un escalator? Vas-y, éclate-toi. C'est dingue. Non mais, regarde un peu ça. C'est tellement cool. Oh, là je recule. Oh, là j'avance. Là je recule. Et là je fais du surplace. J'avance pas, t'as vu? C'est la première merveille, c'est ça? Ouais, si tu veux. Il peut y avoir 5 merveilles dans ce centre commercial. Et fais attention. En début d'émission, on a parlé du générique, mais là, juste avant de conclure, ce serait bien aussi de, même si on a distillé quelques titres qu'on entendait, peut-être de faire un petit focus aussi sur la bande-son de The Last of Us, qui est très sympa. Ouais, carrément, c'est des musiques des années 80 essentiellement, avec le code radio déjà. Et il y a apparemment des musiques aussi des années 70. Enfin, chaque année, chaque décennie a sa signification. Et moi, j'ai adoré dans l'épisode du centre commercial, c'est toutes les musiques avec AA, avec toutes les années 80. Il y avait un jukebox, il me semble, à un moment. Il y avait plein d'objets des années 80, des anciens jeux vidéo, il y avait Mortal Kombat, Ouais, c'était qui était vraiment affiché dans arcade, sa quoi. chambre aussi, ouais, ouais. Et voilà. Et puis la petite boucle, comme je disais, avec Dépêche Mode, qui était bien sympa. Ne me laisse pas tomber maintenant, Never Let Me Down Again.
qu'on entend déjà à l'épisode 1 et qu'on réentend quand Ellie doit sauver Joël. Et toi? Et moi j'aime beaucoup aussi AA, dont tu as parlé, que j'aime beaucoup parce qu'on l'entend en version normale et on l'entend en version plus acoustique, plus posée pendant qu'elle joue sur ce manège-là, avec son ami Riley, Ellie et Riley. Du coup, ça, et j'ai été très touché. On entend aussi ce son, qui montre une autre facette de Joël. C'est dans l'épisode 3. C'est Linda Ronstadt qu'on entend également. Et sinon, j'ai une affection toute particulière j'étais vraiment surpris. C'est un son plus contemporain de l'artiste Agnès Obel. Et c'est Fuel to Fire, et c'est un titre qu'on entend à la fin de l'épisode 5 de The Last of Us, et il se trouve que ce titre, c'est aussi le générique de Vigile, dont on vous a parlé ici même dans ce podcast. Donc c'était très sympa de l'entendre à nouveau, et elle a une voix incroyable, Agnès Obel, c'est du piano-voix, et c'est très joli. Voilà. Mais Long Long Time, le titre dont tu parles pour l'épisode 3, c'est Long Long Time, qu'ils entendent aussi dans la voiture. D'où le nom de l'épisode, en effet. Voilà pour ce petit point bande-son de The Last of Us. Et juste un mot, parce que c'est plutôt récent. Le dernier épisode, qu'est-ce qu'il vaut pour toi? C'est pas mon préféré, je l'ai trouvé court et puis un peu brutal. Enfin, les enchaînements, je les ai trouvés pas très bien. Enfin, le lien entre un moment et un autre est pas super. Tu te demandes, non, mais attends, c'est bon, c'est fini là. Enfin, et puis là, tout à coup, hop, t'apprends que c'est la fin de l'épisode et t'es super étonné parce que, je sais pas, je m'attendais à autre chose comme fin de saison, sachant qu'il y a une saison 2 qui est prévue déjà. Oui, tu l'attends avec impatience, je suppose. Ouais, bon, après, je me suis fait spoiler en préparant l'émission de ce soir. Décidément, après The aussi, encore du spoil. Oui, sur la saison 2, donc je ne dirai rien, mais bon, vous faites pas spoiler si vous voulez voir la saison 2, super gaffe. Ah là 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 là, arrête de te faire spoiler, enfin. Mais écoute, j'ai pas fait exprès, tu crois quoi? Que moi je lis trop vite, je lis en diagonale et je tombe sur un mot, je fais et je regarde et là c'est le choc quoi. Donc ouais, saison 2, ouais, j'ai envie de la regarder bien sûr, mais je suis un peu déçue quand même de la fin de la saison 1, même si le début de l'épisode est génial, la fin est un peu molle. Je confirme, je partage complètement cette opinion. C'est un peu brutal, c'est surprenant. Je dois avouer que je suis sorti de là en n'étant pas sûr d'avoir tout compris à ce qui s'est passé. C'est quand même une série où on est autant éprouvé, je trouve que les personnages c'est éprouvant, mais dans le bon sens du terme, justement, ça marche sur nous. Et cet épisode-là, ça se finit un peu... bon bah voilà, rendez-vous aux saison 2, on vous en dit pas trop, mais et débrouillez-vous si vous n'avez pas trop compris. C'est un peu dommage, c'est un peu... Bâclé, le mot est peut-être un peu fort, mais un peu fini précipitamment. Et puis, en plus, la durée est 44 minutes, tu vois, tu te dis, mais ils ont beaucoup coupé ou qu'est-ce qui s'est passé? Bref, elle n'est pas hyper emballante cette fin, mais bien évidemment qu'on a envie de voir la saison 2, bien évidemment qu'on a envie de savoir ce que vont devenir Joël et Ellie, donc le taf, il est largement rempli. Honnêtement, Junior, je sais pas toi, mais moi je trouvais que c'était une série où vraiment tu avais des imprévus, qui avaient beaucoup de suspense et on s'attendait, en gros, à ce qu'il allait se passer, mais pas plein de petits détails. Ouais, tu te dis non, ils ont osé faire ça. Et là, par contre, l'épisode 9, c'est le flop parce que moi je m'attendais exactement à ce qui allait se passer dans l'épisode, quoi. Dès le début, j'ai compris ce qui allait se passer. Et donc, j'ai pas eu de suspense pour ce dernier épisode, alors que normalement, dans les autres, c'était super bien ficelé, quoi. Malheureusement. Et c'est vrai que la fin, c'est vraiment l'un des rares bémols qu'on peut mettre en effet concernant The Last of Us. La saison 2, j'ai hâte, elle arrivera bien sûr prochainement sur Amazon Prime Video. Pardon, amis gamers, gameuses qui nous écoutez, je crois que tu peux rejouer sur PS4 ou PS5, j'ai un doute. C'est sûr parce que quand je cherchais des cadeaux pour la famille des jeux vidéo, il y avait The Last of Us et je me suis dit, oh, les petits malins. Recoup de pub pour leurs jeux vidéo, quoi. Mais bon, sachant que ceux qui jouent aux jeux vidéo savent ce qui va se passer en saison 2, donc en fait, ils sont pas si chanceux que ça parce qu'ils sont aussi fait spoiler comme moi. Bah oui, voilà. Ah oui, voilà. The Last of Us partie 1 sur PS5, il est bien sorti. Il est bien sorti en septembre dernier. Il est bien arrivé également sur PS5. Je rappelle que The Last of Us est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video
9 épisodes seulement. Et Hélène, une info importante qui est sortie maintenant depuis quelques semaines, mais je vais le rappeler ici. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par eux, mais s'ils veulent nous donner, s'ils veulent nous sponsoriser, j'y réfléchirai. N'hésitez pas à nous contacter si Amazon Prime nous écoute. Mais sachez que depuis quelques semaines sur Prime Video, via le pass Warner, vous pouvez retrouver les autres séries du catalogue HBO, donc la chaîne qui diffuse aussi The Last of Us, Sex and the City, Girls, Les Sopranos, 6 Feet Under, Game of Thrones dont parlait Hélène. Voilà, toutes ces séries-là, plus la chaîne Toonami, plus Eurosport et bien d'autres. C'est moins cher qu'OCS, c'est 9,99€ par mois et vous avez 30 jours d'essai. Gratuit. Si vous voulez vous refaire des séries anciennement sur OCS, le White Lotus, Euphoria, pour citer des séries plus récentes, elles sont dispo via ce pass Warner, voilà, qui est sorti là courant mars. C'est clair, Hélène, ou pas? Tu vas t'abonner? C'est parfaitement clair. C'est peut-être un mois, oui, pourquoi pas, quand j'aurai une poussée d'HBO en vie. Voilà, la saison des séries, c'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour cet épisode. Merci Junior, je te laisse. Je rejoins à nouveau Pedro dans The Mandalorian. C'est vrai que c'est une drôle d'expérience de regarder les deux séries en même temps. C'est ce que je suis en train de faire. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou du spin-off Un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Podcast Addict et Apple Podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!